3, 4. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo consacrée à la méiose. Alors nous commençons par un petit rappel. Tu te souviens, ceci c'est un karyotype d'une cellule. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette cellule? Tout d'abord on peut en donner son espèce parce qu'on voit qu'il y a 46 chromosomes. Et 46 chromosomes, c'est une cellule humaine. Ensuite, tu vois que les chromosomes vont par deux. Il y a chaque fois deux chromosomes qui sont identiques en taille et la position du centromère est aussi identique. Ce sont donc des chromosomes homologues, la cellule est donc diploïde. A l'inverse, tu vois que ce karyotype-ci est différent. Il contient exactement 23 chromosomes, 22 autosomes plus un chromosome sexuel. D'accord. Les chromosomes ici ne sont pas ordonnés par paire. Ils sont seuls. On voit qu'ici on a le premier chromosome, effectivement, ici, mais on n'a pas son chromosome homologue. Et même chose pour tous les chromosomes. Tu peux aussi remarquer que la taille des chromosomes est similaire à la taille du premier karyotype et que les centromères sont placés aux mêmes endroits. C'est donc toujours le karyotype d'une cellule humaine, mais plus d'une cellule diploïde ici, d'une cellule haploïde. Donc on est ici au niveau d'un spermatozoïde ou d'un ovule. Tu vois aussi donc que le nombre de chromosomes entre un spermatozoïde et un ovule a été exactement divisé par 2. Comment le nombre de chromosomes est-il divisé par 2? Comment passe-t-on d'une cellule diploïde à une cellule haploïde? Ça va être l'objet de notre vidéo. Pourquoi j'ai déjà répondu quand on a parlé des karyotypes. Il faut que chaque être humain possède 46 chromosomes. C'est une nécessité biologique. Si la reproduction s'effectuait à l'aide de cellules diploïdes, le papa donnerait un spermatozoïde à 46 chromosomes, la maman donnerait un ovule à 46 chromosomes, l'enfant aurait 92. 92, c'est pas la même chose que 46. Donc il a fallu que la nature mette en place une stratégie pour que le nombre de chromosomes reste stable au sein de l'espèce. Et la stratégie qu'elle a mise en place, c'est la méiose. C'est la division par 2 du nombre de chromosomes au sein des gamètes. Ainsi, 23 chromosomes dans le spermatozoïde, plus 23 chromosomes dans l'ovule, ça fera bien un enfant dont les cellules diploïdes, c'est-à-dire toutes les cellules du corps, excepté les gamètes, possèdent bien 46 chromosomes. Voyons un peu comment cela se passe. Donc on va regarder ici une vidéo de la méiose avec les différentes étapes. Pour mieux comprendre, on va regarder une cellule où une paire de chromosomes est dessinée en bleu, l'autre paire en rouge. Comme ça on peut bien identifier les paires. Ce qui sera en rose ou en orange, ce sont les microtubules. Comme toute division cellulaire, la méiose commence par une interphase. C'est durant cette étape que l'ADN va être répliqué, exactement comme en mitose. La méiose, c'est une division cellulaire, et toutes les divisions cellulaires commencent toujours par une réplication de l'ADN. Une fois que l'ADN et quelques organites sont copiés, la cellule passe en ce qu'on appelle la prophase 1. Alors, que se passe-t-il durant la prophase 1? Eh bien, la chromatine va se condenser, le noyau va se désagréger, tu vois que la chromatine va former des chromosomes. Il y a bien donc une condensation de l'ADN. Ensuite, les centrosomes de qui va partir le fuseau vont se placer à des pôles opposés de la cellule. C'est là qu'on arrive en métaphase 1. En métaphase 1, les chromosomes d'une même paire, tu vois que les deux chromosomes rouges, qui appartiennent donc à une paire, sont accolés. Les deux chromosomes bleus sont accolés. Donc les deux chromosomes d'une même paire viennent se fixer à la même fibre du fuseau en étant vraiment collés l'un à l'autre. C'est à ce moment qu'ils en profitent pour échanger un peu de matériel génétique. Durant la métaphase, les chromosomes sont capables d'échanger un petit peu de matériel génétique. C'est ce qu'on va appeler le crossing
over. Et ça, nous en reparlerons en détail, un peu plus en détail en tout cas, en réto. Retiens simplement que le crossing over, c'est un mécanisme qui permet aux chromosomes homologues d'échanger des petites portions d'ADN entre eux. Ensuite, nous passons à l'anaphase 1. Tu observes que pendant l'anaphase 1, exactement comme en mitose, les fibres du fuseau se raccourcissent. Mais il y a une différence par rapport à la mitose. Est-ce que tu la vois? Ben oui, ici, les chromosomes ne se clivent pas. Il n'y a pas séparation des chromatides. Ce sont les paires de chromosomes qui sont emmenés entières à des pôles opposés de la cellule. Hein, tu te souviens, en mitose, le centromère de chaque chromosome était clivé, était cassé, et les chromatides se séparaient. Ici, ce n'est pas le cas. Tu vois que les deux chromatides d'un chromosome migrent vers un pôle opposé. Par contre, les paires de chromosomes sont séparés. Chaque membre de la paire, chaque membre de chaque paire migre vers des pôles opposés. Et enfin, durant la télophase, le noyau se reforme et on va avoir, exactement comme en mitose, un étranglement des deux cellules filles qui sont alors formées. Tiens, quelle est la composition en termes de chromosomes? Donc, quelle est la composition chromosomique de chaque cellule fille? Est-ce qu'on est toujours ici à 2n égale 4? Donc, je te rappelle, au départ, donc, nous sommes partis d'une cellule 2n égale 4. Au terme de la télophase 1, on obtient deux cellules n égale 2. Il y a eu séparation des paires de chromosomes. Les 4 premières étapes de la méiose, c'est ce qu'on va appeler la division réductionnelle, parce qu'elle réduit le nombre de chromosomes. Donc, de la prophase 1 jusqu'à la télophase 1, c'est ce qu'on appelle ici la division réductionnelle, parce qu'on a divisé par 2 le nombre de chromosomes. Ensuite arrive la seconde division. Donc, à partir de la prophase 2, eh bien, exactement comme en prophase 1, le noyau se désagrège, la membrane nucléaire se désagrège, l'ADN est toujours condensé en chromosomes, et les pôles opposés du fuseau qui tiennent au centrosome vont donc migrer vers les pôles opposés de la cellule. Phase 2 classique. En métaphase 2, les chromosomes vont venir se fixer sur des fibres du fuseau. Donc chaque chromosome de ce qui reste des paires, donc chaque chromosome, va se fixer sur une fibre du fuseau différente. Et s'aligne toujours sur la plaque équatoriale. L'anaphase 2 ressemble exactement à ce qui se passe en mitose. Les chromatides vont se séparer et migrer vers des pôles opposés de la cellule. En télophase 2, la chromatine se décondense, le noyau réapparaît, donc la membrane nucléaire se reforme autour de l'ADN. Et la cellule s'étrangle, les cellules s'étranglent pour se séparer. Et tu vois que 4 cellules filles sont formées
Et durant cette division, exactement, donc on était parti de n égale 2 après la division réductionnelle pour arriver à une cellule, toujours n égale 2. On a bien divisé par 2 le nombre de chromosomes et les cellules obtenues, les 4 cellules obtenues, sont des cellules haploïdes. Regardons maintenant ce qui se passe dans une vraie cellule. On voit ici la chromatine qui commence à se condenser pour former donc des chromosomes. Les chromosomes vont s'aligner progressivement sur la plaque équatoriale. Tu vois qu'ils sont accolés entre chromosomes homologues. Voilà. C'est à ce moment qu'ils en profitent pour échanger de l'ADN. Ensuite, les paires de chromosomes se séparent pour former 2 cellules filles haploïdes. C'est la division réductionnelle. Ensuite, deuxième division, où là ce sont les chromatides qui vont se séparer. Ici, comme le nombre de chromosomes ne change pas, la deuxième division de prophase, métaphase, anaphase et télophase 2, c'est ce qu'on appelle la division équationnelle. Ce sont bien les chromatides qui se séparent, le nombre de chromosomes ne change plus. Et progressivement, la chromatine va se décondenser et on va obtenir donc nos 4 cellules haploïdes. Alors si on regarde maintenant un petit graphique qui représente la quantité d'ADN au cours du temps, que remarque-t-on? On remarque que donc on remarque que on commence dans une cellule avec une quantité d'ADN Q, avec des chromosomes simples. L'ADN de ces chromosomes va être répliqué pendant l'interphase, ici on est durant la phase S du cycle cellulaire, et on obtient donc des chromosomes qui possèdent 2 chromatides, donc qui sont des copies l'une de l'autre et qui sont accrochées par le centromère. Donc on a des chromosomes doubles qui sont en paire, on est bien dans des cellules diploïdes. Ensuite, la première phase de la méiose, donc la division réductionnelle, va commencer. Jusqu'en anaphase 2, on a des cellules qui sont, on a une cellule qui est diploïde. À partir de l'anaphase 2, les chromosomes homologues se séparent. On passe donc d'une quantité d'ADN 2Q à une quantité d'ADN Q dans chaque cellule fille. Et on a des cellules qui sont haploïdes. Il n'y a plus de paire de chromosomes. Ensuite, la deuxième série de division, enfin la deuxième division va commencer, la deuxième série d'étapes de la deuxième division commence. Jusqu'en anaphase 2, on a des chromosomes doubles. À partir de l'anaphase 2, les chromatides se séparent et on obtient 4 cellules haploïdes avec des chromosomes simples et donc une quantité d'ADN égale à Q sur 2. Voilà, je te propose maintenant un petit exercice. Combien de gamètes différentes peuvent être produites lors d'une méiose d'une cellule de n égale 6? Moi, je vais le faire pour une cellule de n égale 4, pour te montrer un peu la marche à suivre et pour t'aider dans ton raisonnement. Donc, si je prends une cellule avec 2n égale 4, donc je représente la cellule, je ne représenterai pas le noyau, pour être plus rapide dans mes dessins. Donc, j'ai une première paire de chromosomes que je vais dessiner. Je dessine un en rouge. Et alors, pour que ce soit beaucoup plus visuel, je vais dessiner l'autre chromosome homologue en bleu. D'accord? Mais tu vois qu'ils ont la même forme. C'est pour ça que je peux dire qu'ils sont homologues. Ensuite, je prends une deuxième paire de chromosomes. Hop, tu vois que j'ai la forme totalement différemment, pour que ce soit très clair. Voilà. Donc moi je pars d'une cellule de n égale 4.
Bon, et bien que se passe-t-il en méiose? Au terme de la division réductionnelle, j'obtiens donc deux cellules dont les paires ont été séparées. Ça veut dire que dans une cellule, je vais avoir, par exemple, le chromosome rouge, ici, qui est parti avec un autre membre de la paire ici, par exemple, le chromosome vert. Ça veut dire que dans mon autre cellule, il me reste quoi? Il me reste le chromosome bleu qui est parti avec le chromosome jaune. Ensuite, la division équationnelle va avoir lieu. Et je vais obtenir ici deux cellules avec un chromosome simple rouge, un chromosome simple rouge, un chromosome simple vert, un chromosome simple vert, et la même chose avec bleu et jaune. Un chromosome simple bleu, un chromosome simple bleu, et un chromosome simple jaune et un chromosome simple jaune. Est-ce que c'était la seule possibilité? Eh bien non, ce n'était pas la seule possibilité. En effet, il y a une deuxième possibilité de répartition des chromosomes. En effet, dans mes deux premières cellules, j'aurais très bien pu avoir un chromosome rouge qui part avec un chromosome jaune. Ça veut dire que dans l'autre cellule, j'aurais eu le chromosome bleu avec le chromosome vert, qui m'aurait donc donné hop, 4 cellules avec systématiquement un chromosome rouge simple à ce moment-ci, un chromosome jaune simple, un chromosome bleu simple et un chromosome vert simple. D'accord? La répartition des chromosomes pendant la division réductionnelle, elle est aléatoire. Et donc, combien de gamètes différents est-ce que j'ai formé? Eh bien, cette gamète-ci, ça en fait une. Ici, ça en fait deux. Celle-là, elle est différente des autres, ça en fait 3. Et celle-ci est différente des autres, ça en fait 4. J'ai donc formé 4 gamètes. Je peux former 4 gamètes différentes. Ça va être le hasard de la répartition des chromosomes qui va définir quelle gamète je vais former. Et donc je peux en former 4 types de gamètes différentes au cours de la méiose d'une cellule de n égale 4. Moi j'aimerais bien que tu fasses le même exercice avec une cellule de n égale 6. Et que tu m'envoies donc le résultat par email. A très bientôt donc pour une prochaine vidéo.